bon. Bonjour. En attendant que les dernières personnes arrivent, on va rappeler une des petites consignes pour que le webinaire se passe bien. Donc, je vais demander à tout le monde de couper son micro, Vous poserez vos questions si besoin à la fin du webinaire. Il y a un temps dédié à ça. Voilà, vous n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions à poser à l'oral. Vous pouvez aussi les poser à l'écrit dans le chat. Et le webinaire est bien sûr enregistré, donc il y aura un accès au replay. Voilà, je pense qu'on peut démarrer. Allez. Merci à tous en tout cas de vous être connectés. Je crois qu'on a une 50aine en ligne. Aujourd'hui, on va vous parler des feuilles de route 3R. C'est un document stratégique sur le packaging, enfin sur les packaging. Et on va parler du coup de réduction, de recyclage et de réemploi. Alors rapidement, je vais vous présenter un peu quels sont les intervenants aujourd'hui qui vont vous parler de ce sujet. Donc tout d'abord, en invité, nous avons Solène Chambard, qui est la responsable développement durable de la fédération ADEPAL. Elle se représentera quand elle prendra la parole un peu plus tard. Je vais assez vite puisqu'on a un temps qui est limité. Et puis David Alain, qui fait partie du CTCPA et qui est le directeur du pôle emballage situé à Bourg-en-Bresse. Côté Cité au Plus, on est 3 également à organiser et animer aujourd'hui ce webinaire. Donc Jeanne, que vous avez entendu, qui est consultante, Louis Riochet, qui est lui-même consultant, et moi-même, je suis donc le manager de Cité au Plus, le cabinet de conseil de Cité. Alors le sommaire en 6 points, et vous verrez, ça passera assez vite. Donc on fera d'abord une remise en contexte sur ce qu'est finalement une feuille de route 3R, à quoi ça sert. Puis on vous montrera comment elles sont construites, comment elles ont été construites, donc la méthode qui a permis de collecter les données et puis de formaliser les résultats. On vous montrera du coup quels sont ces résultats, comment vous pouvez vous les approprier, comment vous pouvez, avec ces résultats, construire vos propres stratégies 3R packaging au sein de vos organisations. Et puis, on vous expliquera comment accéder à ces ressources et enfin, quelles sont les entreprises Cité au Plus et le CTCPA et comment on pourrait aussi vous accompagner sur des chantiers 3R. Enfin, la session de questions-réponses qui permettra de clore ce webinaire. On commence dans un premier temps, du coup, par la remise en contexte. Ici, je vais vous présenter globalement le sujet. Donc, pour commencer, quelques chiffres sur les emballages en plastique à usage unique. À l'échelle mondiale, les emballages en plastique, c'est 158 millions de tonnes, parmi les 400 millions de tonnes qui sont produites chaque année. En France, ça représente 2,2 millions de tonnes, soit 46% de cette part qui est dédiée à l'emballage. C'est une catégorie qui est bien au-dessus de la deuxième catégorie qui vient après l'utilisation du plastique, qui est celle dans le BTP, qui représente 19%. Pour chaque consommateur français, ça représente à peu près 70 kg de plastique consommé chaque année. Vis-à-vis du schéma réglementaire, pourquoi est-ce qu'il y a les feuilles de route sectorielles 3R? Le schéma réglementaire commence à la directive Single Use Plastic, la directive européenne du coup, qui vient poser les bases et définir ce qu'est un emballage en plastique à usage unique. Vient ensuite se transposer dans la loi française avec la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, les premières bases pour fixer des objectifs aux metteurs en marché pour commencer à réduire, réemployer et recycler les emballages. Cette loi a été ensuite appliquée à travers un décret 3R, du coup sous forme d'un plan quinquennal de 2021 à 2025, qui donne les objectifs concrets aux metteurs en marché pour réduire, recycler et réemployer. Ensuite vient en 2022 la stratégie 3R. Cette fois-ci, c'est une feuille de route, une trajectoire pour sortir de l'emballage en plastique à usage unique. Et en 2023, du coup, ont été publiées les feuilles de route sectorielles 3R qui viennent préciser cette stratégie 3R, mais à l'échelle d'un secteur et donc d'une fédération. Ces feuilles de route ont du coup été construites entre les fédérations et l'ADEME. Quelques rappels des objectifs du coup qui sont mentionnés dans ces textes de loi. Ils se basent sur 3 piliers, réduire, réemployer et recycler. Je ne vais pas vous refaire tous les objectifs réglementaires, puisque vous devez sûrement bien les connaître, mais je vais vous en rappeler quelques-uns.
Pour ce qui est de la réduction, en 2040, on doit tendre vers la fin de la mise en marché des plastiques à usage unique. C'est l'axe fort, du coup, la tendance à suivre jusqu'à 2040. Pour ce qui est du réemploi, à partir de fin 2025, on doit atteindre 20% de réduction des emballages en plastique à usage unique, dont la moitié par recours au réemploi. Et pour ce qui est du recyclage, en 2030, 100% des emballages en plastique à usage unique doivent être recyclés. Les feuilles de route sectorielles, du coup, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elles ont été faites? Parce que à l'échelle d'un secteur, c'était plus précis de faire un état des lieux de tous les emballages pour pouvoir se rendre compte d'où les secteurs étaient rendus sur les 3 R, du coup, sur les objectifs de réduction, de recyclage et de réemploi. Ça sert aussi à prendre en compte les problématiques spécifiques au secteur pour avoir une trajectoire plus réaliste et ambitieuse pour les produits spécifiques, par exemple. Ça sert aussi à trouver des solutions personnalisées et adaptées, puisque en prenant les problématiques du secteur, on réussit à avoir une trajectoire qui a plus de sens. Et dans un 4e point, ça permet aussi d'avoir une vision collective, puisque ce sont des documents qui ont été construits à l'échelle d'une fédération, donc en prenant en compte le point de vue de tous leurs adhérents. Et ça permet aussi de penser mutualisation des projets. Si je reviens sur le périmètre des feuilles de route sectorielles, ces feuilles de route englobent les emballages ménagers et les emballages industriels et commerciaux, contrairement au plan de prévention et d'éco-conception qui ne s'attache qu'à la partie emballage ménager. Et ensuite, un dernier chiffre, ces feuilles de route sont attachées à retravailler la trajectoire sur les emballages plastiques à usage unique uniquement. Vient ensuite nos réalisations. Nous avons donc travaillé en collaboration avec les fédérations, leurs adhérents et le CTCPA pour travailler sur 7 feuilles de route sectorielles, dont celles de ADEPAL, France Filière Pêche, SNCE, la FICT, Boissons rafraîchissantes de France, Uniju et la FACO. Du coup, point numéro 2, comment on a construit ces feuilles de route sectorielles 3R? On va revenir sur la méthode en quelques points. Voilà, donc c'est un document qui a été construit, une méthode qui a été dictée par l'ADEME afin que toutes les feuilles de route sectorielles soient similaires dans leur construction. Ce qui sera pratique pour vous, puisque une fois que vous aurez en main une feuille de route sectorielle et que vous aurez vu comment elles se construisent, toutes sont faites de la même manière, donc ce sera assez simple. Voilà comment on s'y est pris. Donc, il y a 6 grandes étapes, 5 si on ne compte pas le cadrage. L'idée était donc de faire d'abord un état des lieux, donc dresser vraiment la liste des emballages utilisés sur un secteur et savoir quelles étaient les fonctionnalités de ces emballages. Donc, on les a caractérisés et on les a quantifiés pour savoir un peu quelles étaient les répartitions, les grosses mannes de résine plastique qui existaient, les grosses mannes d'emballage qui existaient. Pour ensuite, en point numéro 2, en vert, trouver quelles étaient les alternatives et les solutions permettant d'avoir du coup une alternative à la solution plastique qui soit réemployable, soit réduite en quantité de plastique mise sur le marché, soit plus recyclable. Donc vraiment, à chaque fois, l'idée était d'être mieux disant par rapport à ces 3 R. Ça nous a permis de montrer et dresser les axes stratégiques 3R, ce qu'on a appelé en vert clair les potentiels 3R. Donc, quels sont ceux à horizon 2025, quels sont ceux à horizon 2040. Et puis, on a réalisé ce qu'on appelle donc un plan d'action où on est venu, pour chaque action 3R, vraiment lister quelles étaient les actions à prendre pour mettre en œuvre ces solutions. Donc, on a ici listé les besoins en R&D, les besoins en financement, les besoins d'études complémentaires qui permettraient typiquement de mettre en place, je prends un exemple, le réemploi pour une catégorie d'emballage. Dernière chose, du coup, c'était vraiment la synthèse de ces trajectoires, mettre tout ça à plat, créer la gouvernance qui permettra du coup de suivre ces projets et de suivre surtout ces objectifs 3R qu'on s'est fixés et s'assurer que les acteurs, donc vous, vous adhériez du coup à ces objectifs et ces projets. Concrètement, si on rentre dans le détail de le comment on a monté et comment on a réussi à récupérer ces infos et synthétiser ces résultats, donc d'abord, ça a été une grande partie de collecte d'informations. Ça ne sort pas du chapeau. On a vraiment fait des questionnaires
qu'on a adressé à de nombreux metteurs en marché pour être le plus représentatif possible et presque exhaustif. On ne l'est jamais, hein, mais en tout cas le plus représentatif possible sur les secteurs. Et on a mené aussi beaucoup d'entretiens avec des metteurs en marché, toujours pour essayer de comprendre quels étaient les emballages, quelles étaient leurs fonctionnalités, quels étaient peut-être les projets existants en termes d'amélioration du recyclage, de réduction du poids des emballages, réduction de l'épaisseur ou encore de réemploi qui étaient en route. Donc voilà pour la première étape. Donc je prends un exemple, hein, mais avec Adepal, on a du coup eu des centaines de questionnaires qui ont pu être récoltés et presque une quarantaine d'entretiens qui ont été menés. Donc, ça fait beaucoup de données collectées. Ça nous a permis, donc, à travers des ateliers, de travailler de manière collaborative. Et c'est hyper important pour qu'ensuite, vraiment, ce qui ressort des feuilles de route soit accepté et représente bel et bien vos objectifs aussi et vos attentes par rapport aux lignes de conditionnement, aux chaînes de valeur liées à ces emballages. Donc, 2 ateliers pour trouver quelles étaient les bonnes solutions, un atelier pour les synthétiser sous forme de potentiel 3R, et puis enfin, une restitution qu'on a pu mener à la fin qui permettait de présenter le plan d'action et de s'assurer que chacun dans un secteur valide quelque part ce plan d'action. Donc, par rapport au contenu que vous allez retrouver et à la manière dont ça a été traité, donc à chaque fois, hein, lors de ces feuilles de route 3R, on a fait attention à traiter les données de manière extrêmement confidentielle. Donc, tout ce qui a été partagé reste confidentiel. Et ce que vous retrouvez dans les feuilles de route, vous ne trouverez pas de nom d'entreprise, vous ne trouverez pas de projet spécifique. On est vraiment sur une vue qui est globalisée. Les livrables, il y en a 2 principaux. Un qui a été du coup remis à l'ADEME et qui sera rendu public. On n'a pas encore les dates effectives, mais vous aurez accès à une synthèse de chaque feuille de route sectorielle qui a été menée par les fédérations. Et puis ensuite, il y a une feuille de route complète qui est détenue par les fédérations. Celle-ci est confidentielle, mais vous pourrez vous rapprocher de vos fédérations pour y avoir accès. Dernier point, on a bel et bien respecté le droit de la concurrence pour créer ces feuilles de route. L'idée étant de ne pas créer finalement de solutions ou d'idées qui viennent perturber la concurrence au sein d'un marché. On passe maintenant à la troisième partie qui tient à s'approprier les feuilles de route. Concrètement, on va vous présenter qu'est-ce qui constitue une feuille de route et comment est-ce qu'on peut s'en servir. Je donne du coup la parole à David du CTCPA pour nous présenter la première slide. Merci Louis, bonjour à tous. Donc en 2 mots, je suis David Alain, directeur du pôle emballage du CTCPA. Alors je ne vais pas m'attarder trop sur la présentation du CTCPA puisqu'on y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation. Donc comme l'a dit Louis, une fois que les feuilles de route ont été réalisées, l'important pour vous au sein de votre entreprise, ça va être de s'approprier ces feuilles de route et puis essayer de construire pour vous votre propre stratégie 3R. Ça, c'est, on va dire, c'est une des clés qui va être importante pour vous, à partir de ce document-là, comment vous allez pouvoir essayer d'appliquer tout ça dans vos entreprises. Donc, une des premières informations clés à s'approprier, ça va être l'état des lieux. L'état des lieux, on peut le réaliser de 2 façons. Une première partie va être sur l'état des lieux du secteur, avec essayer d'obtenir et d'avoir accès à des données sociales et économiques, alors qui vont vous permettre d'anticiper les tendances de marché, surtout sur le marché sur lequel vous vous positionnez, et puis essayer de comprendre un peu l'évolution des modes de consommation, comme on l'a noté, et puis avoir une vision vraiment d'ensemble du marché sur lequel vous êtes positionné. Ça, c'est quelque chose qui est important, mais qui va être, on va dire, la première partie de cet état des lieux, puisqu'ensuite, le plus important, à mon sens, va être pour vous d'essayer et surtout pas d'essayer, mais de réaliser l'état des lieux des emballages au sein de votre entreprise. Ça, c'est très important. Il va falloir vous inspirer en fait de ce qui a pu être fait dans ces feuilles de route pour réaliser cet état des lieux et aller clairement gratter les informations, chercher les informations et compiler toutes ces informations de vos emballages et des emballages que vous pouvez avoir au sein de votre entreprise. Ça peut être, par exemple, récolter plus d'informations par rapport aux fiches techniques que vous avez, qui sont souvent assez incomplètes. Essayez d'aller creuser les typologies de matériaux que vous pouvez avoir et surtout réfléchir dans cet état des lieux aussi pourquoi vous avez cette typologie d'emballage appliquée aux produits que vous avez à l'heure actuelle dans votre entreprise.
Ça vous permettra également de mieux comprendre les enjeux 3R aussi qui sont présents au sein de votre entreprise et sur votre secteur. Et puis, ce qui est très, très important par rapport à cet état des lieux, ça va être identifier et réaliser l'identification des chantiers qui sont prioritaires pour votre entreprise. Ça, c'est vraiment aussi on va dire, de cœur de ce qu'on a pu réaliser, nous, en collaboration CTCPA, Citeo avec les fédérations, sur les différentes feuilles de route. Donc l'objectif clairement de cet état des lieux, c'est de construire un socle de connaissances et qui va permettre d'aller, de développer la trajectoire de réduction, enfin de limitation en tout cas ou de suppression complète des emballages, en plastique. Et ensuite, l 2e enfin, on va dire la deuxième partie, sur les informations importantes à s'approprier, ça va être les alternatives 3R. À partir de ce gisement que vous aurez pu identifier au sein de vos entreprises, eh bien, c'est d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire par typologie d'emballage, c'est, réfléchir, au caractère, pardon, recyclable ou non des emballages parce qu'on peut avoir aussi des bonnes surprises. Il y a peut-être une partie de vos emballages qui sont déjà directement, heu, conformes, on va dire, aux premières exigences, notamment du décret 3R sur la partie recyclabilité. Et puis, ça vous permettra aussi, d'identifier des solutions concrètes et pertinentes pour votre marché. Et surtout, essayer de réfléchir aussi en matrice SWOT, hein, de mesurer les risques et opportunités par typologie de projet, c'est-à-dire si vous choisissez d'aller sur de la réduction, du réemploi ou du recyclage, ou même si vous avez un doute sur ces 3 axes, les matrices SWOT, c'est-à-dire de réfléchir par risque, opportunité, et puis, également les forces et les menaces, d'identifier clairement les axes sur lesquels vous pouvez aller, peut-être avec, un moins de risques ou celles qui sont plus facilement aussi, à mettre en place au sein de vos entreprises. Et puis, travailler aussi par cahier des charges, ce qui est très, très important. Travailler aussi par couple produit-emballage, ce qui peut être aussi un axe, vraiment prioritaire, à réaliser. Pour retrouver les besoins fonctionnels des emballages, et puis, et qu'ils soient bien adaptés aux produits, concernés. Donc l'objectif, c'est vraiment choisir des alternatives qui sont réalistes et qui sont adaptées à votre situation et à votre entreprise. En troisième partie importante à retenir de ces feuilles de route 3R, on retrouve les chantiers 3R. Globalement, on l'a découpé en deux parties. La première consiste en la description détaillée des impacts potentiels de ces projets 3R, du coup, qui sont menés au sein des secteurs. Et ce découpage d'impact se fait par chantier, par acteur de la chaîne de valeur, donc en passant par les approvisionnements jusqu'à la fin de la chaîne de valeur en centre de tri, et par étape du cycle de vie de l'emballage. L'intérêt de cette partie-là, c'est d'anticiper les problématiques attenantes à chaque solution potentielle qui est identifiée dans la partie précédente, donc dans les alternatives 3R, pour pouvoir avoir une vision d'ensemble en fait avant de se lancer dans le projet. Ça permet aussi de mesurer les impacts du coup de ces projets-là potentiels pour l'ensemble de votre chaîne de valeur. Et ça permet du coup d'anticiper les potentiels changements. La seconde partie, c'est plutôt identifier les leviers d'action, les besoins en R&D et en innovation qui restent à faire pour avancer dans les projets. Et du coup, ce découpage se fait par chantier 3R, donc un sur la réduction, un sur le recyclage, un sur le réemploi. Vous retrouverez dans cette partie également des tableaux pour anticiper les coûts et pour planifier ces projets-là. Donc on retrouve en fait des fourchettes par rapport au type de besoins en R&D et en innovation pour pouvoir du coup mieux chiffrer concrètement les projets qui sont attenants à votre stratégie 3R. L'objectif de cette partie, du coup, on a mis que c'était plutôt construire son enveloppe budgétaire adaptée à l'ampleur de votre projet et aussi penser mutualisation des projets. On pense par exemple aux projets réemploi qui ont plus de sens quand ils sont menés au sein d'une filière plutôt que pour un acteur isolé.
La quatrième partie, du coup, à retenir de ces feuilles de route 3R, c'est plutôt la partie axe 3R et trajectoire. Ici, on retrouve un rappel des principaux leviers d'action qui ont été détaillés au sein de la feuille de route en la déroulant. Ces leviers-là, globalement, c'est plutôt une conclusion. L'objectif, c'est de pouvoir s'inspirer de ces actions pour pouvoir trouver le projet qui vous correspond. On retrouve également un tableau de calcul des potentiels. Là, c'est plus des potentiels qui sont mesurés à l'échelle de votre fédération, donc de votre secteur au global. L'idée de ces potentiels-là, c'est surtout de vous aider à vous fixer des objectifs par rapport à ceux de votre secteur et définir vos propres KPI projets. Enfin, on retrouve également un début de plan d'action. L'idée, du coup, c'est plus de s'informer sur les ressources qui sont existantes pour pouvoir progresser dans votre réflexion. L'objectif de cette partie-là, du coup, c'est plus de fixer des objectifs et de pouvoir planifier plus en amont votre projet. On va ensuite donner la parole à Solène, du coup, de l'ADEPAL, pour nous parler un petit peu étude de cas pour l'exploitation de ces feuilles de route. Okay, merci Louis. Bonjour à tous. Donc, je suis Solène Chambard, responsable développement durable pour l'ADEPAL, qui est l'association qui représente les PME et les ETI de l'alimentation. Donc, tout d'abord, je souhaitais remercier Citeo Plus pour l'initiative de ce webinaire et l'invitation. Et également un bref mot sur la collaboration. Donc, l'équipe ADEPAL a été très satisfaite de l'accompagnement complémentaire de Citeo Plus et du CTCPA. Et désormais, nous avons à cœur de promouvoir ce travail auprès de nos adhérents, mais pas que. Donc, l'objet de mon intervention était de présenter deux manières d'utiliser ces feuilles de route, donc deux études de cas. La première, c'est une approche par couple produit-emballage. Donc, avec sur la droite de la slide une mise en situation, en fait, donc une entreprise qui souhaiterait faire évoluer son portefeuille d'emballage pour limiter son empreinte environnementale tout en assurant sa conformité. Et donc, elle recherche finalement une alternative à un ou des emballages qui sont non recyclables, typiquement des plastiques à usage unique en résine complexe. Et donc, première action à mener, globalement, c'est d'identifier le ou les couples produits-emballages qui seraient prioritaires et les actions 3R qui seraient adéquates à cette situation. Donc, quelles sont les questions que cette entreprise doit se poser et comment elle peut utiliser finalement efficacement cette feuille de route 3R? Donc déjà, elle peut commencer par regarder finalement l'état des lieux du secteur. Est-ce que finalement mon emballage il est optimisé par rapport aux axes 3R? Quels sont mes principaux enjeux? Est-ce que ce sont des enjeux réglementaires, par exemple? Interdiction à terme d'emballage non recyclable, effectivement, donc ça peut être le cas. Ensuite, elle peut aller regarder dans les alternatives 3R qui sont proposées, donc par rapport aux besoins de ces produits vis-à-vis des emballages, quels sont finalement les projets qui sont aussi explorés dans son secteur sur lesquels elle peut s'inspirer et quelles sont les solutions les plus adaptées à la situation. Ensuite, on pourra donc regarder les chantiers 3R et du coup un peu s'inspirer donc des impacts potentiels sur l'ensemble de la chaîne de valeur des différentes solutions et alternatives qui sont envisagées et finalement essayer de savoir quels sont les besoins pour valider cette solution, cette ou ces solutions. Est-ce qu'il faut réaliser des études, des tests industriels? Comment aussi anticiper le coût de mon projet? Et donc, finalement, l'entreprise pourra donc définir une trajectoire et mesurer ses potentiels 3R par rapport à là où les solutions qui ont été identifiées pour voir aussi quel est l'impact en fait de ces changements, de cette solution sur l'atteinte des objectifs. Donc, cet exemple de projet serait, par exemple, d'éclairer la réflexion par la réalisation d'une étude comparative ACV entre plusieurs solutions identifiées pour savoir quelle sera la meilleure solution, déjà d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue peut-être économique. Donc, par exemple, dans le cas d'un emballage non recyclable, l'entreprise pourrait souhaiter faire une comparaison entre une substitution vers une solution hybride en papier-carton ou vers une autre solution en plastique mais monomatériaux recyclables.
et donc ensuite mener des tests industriels pour valider l'opérationnalité en fait de cette solution. Donc ça, c'est voilà, l'approche par coupe produit emballage. Et il y a une autre approche qui peut être l'approche par objectif 3R, qui est finalement moins une structure logique en fait quand on regarde les feuilles de route. Et là, la situation, donc je vous amène à nouveau sur la droite de la slide. La situation, c'est donc pour répondre aux objectifs réglementaires 3R, l'entreprise souhaite identifier tous les leviers qu'elle a en interne pour favoriser et mettre en place des solutions de réemploi parce que il y a des objectifs réglementaires sur le réemploi, il y a des objectifs de réduction via le réemploi. Donc, cette entreprise a décidé finalement de prendre des engagements et donc de réfléchir au réemploi. Donc, c'est ça, hein, cette problématique, atteindre 20% de réduction, dont au moins la moitié serait par recours au réemploi. Et donc, là, son action à mener principale, c'est donc identifier les solutions de réemploi vis-à-vis de leur marge potentielle, hein, parce que c'est là la clé d'entrée. Et donc, aussi d'explorer peut-être les différentes solutions de réemploi qu'elles pourraient avoir. Donc, finalement, plutôt que d'entrer par un couple produit-emballage, comme c'est le cas dans l'autre situation, là, l'entreprise va directement aller sur finalement la fin de la feuille de route et chercher dans les feuilles de route les différentes solutions à étudier, donc les différentes solutions qui ont été proposées, qui étaient pertinentes pour le secteur. Et puis, donc, finalement, ça va être une version plus rapide d'utiliser des feuilles de route. Et donc, elle va ensuite prioriser un projet par rapport à son potentiel grâce à l'état des lieux et les marges potentielles qui ont été calculées. Donc là, par exemple, dans notre cas, hein, on va donner un exemple, l'entreprise, elle souhaite expérimenter le réemploi en GMS parce que ça lui permettrait d'atteindre un potentiel important de réemploi. Et comme finalement, ça pourrait la faire progresser rapidement sur cet axe-là, elle souhaite étudier la possibilité voilà, de réaliser le réemploi en GMS. Donc là, évidemment, on va un peu vite sur cette partie, mais il y a quand même une phase d'évaluation qui est nécessaire, hein, d'évaluation des impacts économiques, environnementaux, techniques de cette transformation industrielle, parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez nouveau. Et donc, l'entreprise va mener ses études hein, en fonction aussi des freins leviers identifiés dans les différentes solutions de réemploi. On a un certain nombre d'informations qui sont déjà dans les feuilles de route. Donc, ça visera plus à, on va dire, spécifier dans son cas de figure ces informations-là qui sont dans les feuilles de route. Et ensuite, cadrer un projet d'expérimentation. Donc, finalement, quelles sont les étapes nécessaires pour expérimenter le réemploi? Et finalement, après avoir réalisé toutes ces études aussi pour identifier, par exemple, quel serait le matériau le plus pertinent, l'entreprise aura fait, par exemple, le choix d'expérimenter le réemploi avec la barquette réemployable en inox. Donc ça, c'est un exemple de projet que l'entreprise voilà, pourrait mener, étudier donc différentes solutions de réemploi en GMS et expérimenter celle qui est la plus pertinente. Donc, dans un cas de figure, ça pourrait être voilà, la barquette en inox consignée, vendue en GMS. Super, merci beaucoup Solène pour cette intervention. J'espère que c'est clair un peu hein, pour tout le monde l'utilisation que vous pouvez faire de ces feuilles de route 3R. La grande question du coup qui se pose, c'est où peut-on trouver toutes ces données? Donc du coup, ce qui est certain, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, il y aura des synthèses qui sont publiques, qui vont être publiées donc par l'ADEME. Nous n'avons malheureusement pas encore la date précise de publication de ces synthèses. Sachez quand même, pour avoir la chronologie en tête, que les feuilles de route 3R ont été d'abord livrées en juin. Il y a eu du coup une livraison finale avec complément qui a été faite courant octobre. Donc aujourd'hui, on est sur une phase, je pense, d'agrégation de l'information pour justement soit voilà, avoir quelque chose qui est très similaire dans la manière de construire et publier les feuilles de route, et j'espère avoir une synthèse, les synthèses en tout cas de chaque feuille de route par secteur qui sera publiée prochainement. Donc ça, c'est la première information que vous pourrez retrouver. La deuxième étant la feuille de route complète qui a été constituée pour chaque secteur. Là, le plus simple, c'est d'aller toquer à la porte de votre fédération. Donc aujourd'hui, on vous a parlé notamment des feuilles de route sur les produits frais, traiteurs frais. Donc ça, c'est typiquement Solène hein, qu'il faut aller voir, puisque c'est la DEPAL. On vous a parlé aussi, hein, parce que nous, on a accompagné la FICT sur la charcuterie.
Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir l'affiche pour ça. Je ne vais pas tous les faire, mais si vous travaillez sur les produits plus pet food, eh bien, c'est la FACO. Voilà, je vous invite à vous rapprocher de votre fédération. Toutes les fédérations n'ont pas forcément réalisé de feuille de route 3R. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'obligation de faire ces documents-là. Pour autant, à ma connaissance, beaucoup ont fait le choix justement de travailler sur ce sujet qui est éminemment important, hein, de réduire un maximum le plastique à usage unique. Voilà, donc je vais revenir un petit peu sur les deux organisations qui étaient présentes ce matin, enfin en tout cas celles qui ont travaillé sur les feuilles de route en tant que prestataires, donc c'est le CTCPA et Citeo+. Et je vais vous expliquer un petit peu qui on est. En tout cas, Citeo+, je laisserai la parole à David pour le CTCPA. Donc Citeo+, en quelques mots, nous sommes, je le disais, le cabinet de conseil du groupe Citeo. Et on vient du coup accompagner les metteurs en marché, donc des industriels, hein, sur justement des problématiques liées à leur stratégie packaging. L'idée, c'est qu'on fait travailler, nous, des experts, hein, de chez Citeo sur ces sujets-là. Donc, on va avoir un accompagnement qui est complet, qui permet de faire de la stratégie, qui permet de faire de la préfiguration, notamment aussi de projets 3R, jusqu'à vraiment l'accompagnement sur l'expérimentation. Dernier volet qu'on n'a pas forcément utilisé pour ces feuilles de route 3R, mais qui est intéressant aussi quand on pense à mener des projets 3R, des projets packaging, de substitution, de développement de nouveaux nouvelles manières de fonctionner, de distribuer, de conditionner, c'est de savoir si ça fonctionne en France, mais aussi à l'étranger. On peut vous apporter ce regard-là aussi, à savoir quelles sont les filières à l'étranger, quelles sont les réglementations à l'étranger, pour justement développer de nouveaux projets et s'assurer qu'il y a un impact positif partout, en tout cas sur tous les marchés dans lesquels vous êtes présent. Je te laisse la parole, David, pour présenter le CTCPA. Merci Victor. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un peu le but du jeu, c'est un peu de vous présenter aussi cette collaboration qu'on a pu avoir sur la feuille de route 3R ADEPAL, SNCE et FFP. Le CTCPA, nous sommes un centre technique agroalimentaire. Nous sommes basés un peu partout en France. Et la spécificité, c'est que nous sommes en lien avec le monde agroalimentaire national, mais aussi au niveau à l'international. Et on a cette spécificité également, deuxième spécificité, d'avoir une unité basée à Bourg-en-Bresse que je représente ce matin, dont je suis le directeur, et qui travaille sur la thématique emballage. Alors, pour vous montrer un peu et vous donner un aperçu des tests qu'on est capable de faire, alors ces tests sont assez cadrés dans une typologie d'accompagnement qu'on va détailler un petit peu plus avec Victor tout à l'heure, mais qui est sur le réemploi, mais pas que, puisque les tests qui sont notés juste en dessous le nom du CTCPA peuvent être déployés un peu sur les trois stratégies 3R sur lesquelles on pourrait vous accompagner. Notre laboratoire est spécialisé dans les tests d'alimentarité et d'interaction contenant-contenu, donc des tests de migration globale spécifique, et puis on va dire des validations ou des vérifications d'absorption et de relargage de contaminants. On est capable de réaliser énormément de tests de fonctionnalité, donc des essais mécaniques, performance de fermeture, mais également des tests de perméabilité, qui est vraiment un gros cœur d'activité de notre laboratoire. On pourra valider aussi des tests de critères d'aspect, partie importante sur des tests notamment axés sur le réemploi. Et puis, des tests qui sont, vu notre équipe pluridisciplinaire et comme je vous le disais, en lien avec l'agroalimentaire, nous avons aussi une équipe spécialisée dans tout ce qui est performance de nettoyage, désinfection, donc à la fois sur le nettoyage en lui-même et aussi la désinfection aussi par un laboratoire microbio qui est basé sur Avignon. On peut également réaliser des tests de vieillissement accéléré sur tout ce qui va être emballage adapté, je dis vraiment emballage au sens large, adapté dans le cadre du réemploi, mais notamment le vieillissement accéléré des emballages plastiques, mais pas que. On peut parler d'inox aussi et de verre, hein, sur lesquels on peut développer certains tests. Et puis, via notre site dans le sud-ouest basé à Auch, nous avons un service développement durable qui réalise des analyses de cycle de vie, donc à la fois cycle de vie emballage, mais on peut également et très souvent aussi réfléchir sur le couple produit-emballage pour avoir une vision globale. Et c'est vrai que l'ACV va être quand même un peu le juge de paix et l'outil de validation ultime
pour votre action dans le cadre des chantiers 3R. Du coup, on voulait vous montrer un exemple de projet sur lequel on pourrait justement travailler ensemble avec le CTCPA. On a voulu mettre l'accent sur le réemploi. Si vous suivez un petit peu l'actualité packaging, vous savez que c'est un des gros enjeux pour nombre d'entreprises, hein, puisqu'il y a des enjeux réglementaires importants. On l'a dit, hein, 20% de réduction des emballages plastiques à travers une bonne moitié réalisée par le réemploi. Ça, ce n'est que pour le décret 3R, mais on n'a pas évoqué, on n'a pas mis l'accent dessus, hein, mais il y a aussi des objectifs liés au décret réemploi. Donc non pas que liés au plastique, mais à tous les emballages primaires. L'objectif, hein, les objectifs étant d'arriver à 5% de réemploi en 2023. Donc on y était cette année, hein, et à 10% en 2027. Bon, j'ai refait le contexte. L'idée étant de vous montrer un peu comment on prend ce type de problème au sein d'une entreprise ou au sein d'un consortium d'entreprises qui voudraient travailler ensemble. D'abord, il y a effectivement toute la partie cadrage de ce type d'études où on doit effectivement, s'il y a consortium, avoir les bons acteurs autour de la table. Ça veut dire des metteurs en marché, mais ça veut dire potentiellement aussi des opérateurs qui sont capables un peu de nous donner des clés de lecture sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour qu'on puisse planifier correctement les analyses qui doivent être menées afin de comprendre les bons schémas de réemploi pour vos solutions. Donc voilà, et après, on va avoir une forme de dialogue entre la partie 2 et la partie 3 que vous voyez à l'écran, puisque, comme pour nombre de projets, l'idée sur quelque chose qui est complètement nouveau, c'est de pouvoir définir ces choses-là, faire de la préfiguration, donc en fait, élaborer et développer des hypothèses qu'il faut ensuite valider au fur et à mesure. On est presque sur un projet de R&D où on va poser des hypothèses et puis au fur et à mesure les valider. On est sur ce type de travail où on va avoir en étape 2, effectivement, le fait de choisir le bon gisement d'emballage qui peut être adapté au réemploi. Et Solène le disait très bien, c'est là que va être utile la feuille de route 3R, puisque par secteur, on est venu quand même flécher quels sont les bons couples produits emballage qui seraient facilement substituables par du réemploi. Donc, on a une première aide qui se retrouve ici. Donc, on va pouvoir du coup choisir ce gisement, étudier quels sont les bons systèmes de réemploi qui seraient adaptés. Là aussi, la feuille de route 3R est une aide importante, mais ce n'est pas la seule, hein, puisqu'il y a d'autres projets qui existent sur le réemploi et qui permettent de nourrir ces réflexions. Je pense au projet Reuse qui est monté par Citeo. Il y a un projet BuddyPack sur justement le réemploi des emballages plastiques. Récemment, un projet qui s'appelle R3 Emballe, pardon, qui est aussi sur les emballages plastiques. Voilà, il y a beaucoup de choses qui permettent comme ça de nourrir un peu cette réflexion, ce choix, donc de monter ces hypothèses. Donc voilà, il y a la première partie sur le choix du bon gisement, du bon emballage, du bon produit, la conception de l'offre et du parcours du réemploi, donc se dire comment on va vendre finalement aujourd'hui en réemploi notre solution et puis quelle boucle la solution va emprunter. Donc en gros, comment on met en valeur ces choses-là en point de vente. Est-ce qu'il y aura du coup un lavage qui sera internalisé ou pas? Comment on récupère les emballages qui ont été utilisés? Est-ce que c'est en magasin? Est-ce que c'est ailleurs? Comment est-ce qu'il faut des machines spécifiques, etc., etc. Et donc, on en définit ensuite la configuration optimale, c'est-à-dire globalement, on quantifie les choses. Quelle quantité on peut mettre la première année, combien ça va coûter, quels acteurs il faut pouvoir mettre dans la boucle, etc., etc. Et donc, le jeu de ping-pong dont je vous parlais, c'est qu'à chaque choix, il faudra du coup réaliser des tests permettant de valider ou invalider ces hypothèses. Et là, peut-être, David, je te relaisse la parole pour que tu expliques justement un petit peu les tests et comment ça vient répondre à ces problématiques de formalisation d'une boucle de réemploi. Merci Victor. Donc on le voit sur la slide qui est à l'écran. Donc effectivement, il y a toute cette partie de cadrage et de préfiguration de la partie réemploi, mais au final, il faut que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'hypothèses à valider et de choses, et on va dire de choses concrètes à valider pour que ça puisse fonctionner au sein de vos entreprises. Et ça, c'est une partie importante. C'est pour ça que là, vous voyez un peu l'articulation entre Citeo Plus et le CTCPA. Et nous, on va venir énormément valider tous les éléments techniques dont vous avez besoin. Donc sur le deuxième carré en bas, on va travailler sur des éléments vraiment factuels, travailler sur des essais de vieillissement accélérés sur les emballages pour voir comment ils vont répondre au cours du temps sur des boucles de réemploi.
réaliser des tests d'alimentarité qui permettent également de voir au cours du temps s'il ne peut pas y avoir des problèmes, des contaminations diverses qui peuvent apparaître pour une raison ou une autre. On peut avoir aussi des contaminations qui ne sont plus, on va dire, qui ne sont pas d'actualité dans un contexte de single use, comme par exemple tout ce qui est produits lessiviels qui seront utilisés dans le cadre du réemploi. Des tests de fonctionnalité, c'est important aussi. Un emballage va subir un certain nombre de cycles de réemploi que l'on pourra valider clairement dans les différents scénarios. Et puis, un test de fonctionnalité tout bête peut être par exemple l'operculage d'une barquette et comment la barquette va réagir à une succession d'operculages qui peuvent être d'un certain nombre, on peut dire une centaine par exemple à la suite, qui ne sont pas d'actualité dans un cadre de single use. Critères d'aspect également, c'est quelque chose qui va être important sur la partie consommateur. C'est vrai que les emballages vont vieillir et vont s'altérer au cours de ces cycles de réemploi. Donc, il y a des critères d'aspect et à voir qu'est-ce qui peut être rédhibitoire ou non par rapport à cet emballage donné. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, les performances de nettoyage et de désinfection qui sont des aspects importants. Et sur le cadre supérieur, vous voyez modélisation financière et ACV. Ça, c'est plutôt en parallèle, mais ce sont deux actions, comme je vous l'ai dit, qui sont des axes qui ne sont pas à négliger, qui sont très importants. L'ACV pour qualifier l'impact environnemental de la nouvelle solution que vous voulez choisir, et puis la modélisation financière, où là, on est vraiment sur un travail commun entre nos deux structures et qui vous permettra d'avoir une visibilité financière du projet que vous souhaitez mettre en place. Super. Ben, merci à tous, du coup, pour votre prise de parole, à tous les quatre. Du coup, je vois qu'il n'y a pas de questions à l'écrit. Si certaines personnes en ont à l'oral, bah, n'hésitez pas à prendre la parole et à lever la main, on vous la donnera. Et à vous présenter aussi, ça peut être sympa. Voilà, on va laisser un peu de temps. N'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous si vous voulez sur le Calendly en prenant le QR code. Si vous voulez échanger plus amplement avec nous sur vos problématiques 3R. Voilà. Et puis, merci d'avoir été si nombreux, en tout cas. Et je regarde, j'ai toujours pas de questions à l'écrit. Visiblement, c'était très clair. Eh ben, c'est très bien. Ok. Bah, écoutez, un grand merci à tous. On va laisser ouvert quelques temps si jamais il y a des questions Il reste un peu tardives. du temps. Donc Mais il reste n'hésitez du pas. temps. On avait prévu un peu plus large, donc n'hésitez pas. Et si jamais il n'y a pas de questions, encore une fois, un grand merci. Et puis, on pourra répondre individuellement aussi à des questions s'il y en a qui sont spécifiques, liées à un secteur, liées à des fonctions spécifiques d'un emballage, d'un couple produit-emballage. Ce sera avec plaisir. Donc, vous avez le QR code ici, et puis on enverra également un mail avec nos coordonnées pour que vous puissiez nous contacter sans souci. Et le replay, si vous voulez le partager en interne. Exactement. Et le replay de cette session. Bon, On clôt. je pense que oui, je vois pas de main levée. Est-ce que vous avez un dernier mot, Solène, David, que vous souhaitez partager avant de clore? Vas-y, David. Alors, attendez, j'ai eu des questions entre-temps. Ah, ok. Ah, il y a des questions. Mais allez-y, si vous voulez parler quand même, il y a du temps. Donc, Non, c'était. Vas-y. Ah non, mais juste pour dire, en tout cas, c'était un plaisir. Je remercie l'équipe de Citeo Plus et puis Solène pour avoir été invité ce matin et présenter un peu ce qu'on aimerait mettre en place et ce qu'on a mis en place déjà pour vous accompagner sur cette thématique 3R. Voilà. Ouais, et je partage aussi, je l'ai dit en introduction, mais côté ADEPAL, on a été aussi très satisfait de l'accompagnement qu'on a eu et de la collaboration vraiment efficace Citeo Plus et TCPA. On sait que les feuilles de route sont assez denses, très complètes. En tout cas, je m'adresse plutôt aux adhérents des structures avec qui on a travaillé. Mais on a aussi des formats plus synthétiques, des synthèses aussi. Donc les synthèses, évidemment, qui seront publiques, mais des formats plus courts. Et puis, ce webinaire pourra aussi vous guider sur la manière de mieux les utiliser et aller chercher directement les informations nécessaires.
Merci Solène. Je vais vous poser les questions que j'ai dans le module questions-réponses. Donc ça marche bien. Donc, après, s'il y en a qui n'arrivent pas à poser les questions dans questions et réponses, n'hésitez pas à mettre directement la question dans la conversation. On regarde aussi. J'ai Manka Anaël qui demande quel est le planning à date de mise en place des feuilles de route. Eh bien, ça va dépendre de chaque secteur et de chaque fédération, de leur choix. Mais ce qu'il faut garder en tête, surtout, c'est que la feuille de route, elle n'a pas de caractère obligatoire pour les metteurs en marché. Donc, surtout un document dans lequel vous allez piocher de l'information, vous allez piocher des idées, mais ce n'est pas forcément une trajectoire à suivre mot pour mot, on va le dire comme ça. Ce qui, par contre, est obligatoire, c'est de respecter la loi, donc le décret 3R et la loi AGEC. Donc, ça, c'est vraiment des objectifs à suivre. Pour le reste, encore une fois, pas de caractère obligatoire, mais rapprochez-vous de vos fédérations si vous voulez en savoir plus sur justement leur trajectoire précise et les projets peut-être qui seraient des projets collaboratifs sur lesquels vous pourriez aussi vous greffer. Et peut-être, du coup, je peux répondre aussi au titre de l'ADEPAL, puisque effectivement, chaque secteur s'organise comme il le souhaite sur la mise en œuvre des feuilles de route. Mais effectivement, tout ce travail appelle quand même à mettre en place des actions au niveau des secteurs. Donc, nous, au niveau de l'ADEPAL, on travaille justement à quelle suite donner à ces feuilles de route. On a notamment la mise en place d'indicateurs de suivi. On s'engage aussi à suivre dans le temps l'atteinte des objectifs pour chaque secteur et à continuer à mettre en place des actions qui ont été définies dans les feuilles de route pour concrétiser un peu tout ça. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant parce qu'on est encore en train d'y travailler, mais voilà, dès l'année prochaine, on mettra en place un suivi et on est aussi bien sûr à l'écoute de nos entreprises sur les projets qu'ils souhaitent mener, aussi prioriser. Donc on souhaite en tout cas travailler sur les 3 R en même temps pour chaque secteur. Merci. Du coup, pour reprendre les questions qui sont posées dans le chat, j'ai un invité anonyme qui donc parle du replay webinaire. Oui, donc pour répéter ce que Louis disait, il sera envoyé par mail à tous les participants et il sera disponible. Voilà. On fera aussi un post LinkedIn dans quelques jours pour redonner tous les accès. Donc voilà, il y a bien replay. J'ai Pélissier Samira qui dit « Je suis plutôt vendeuse des produits agroalimentaires et BEV auprès de FNRS producteurs et distributeurs. Suis-je concernée par la feuille de route 3R ?» Alors, je reprends la question. Plutôt utilisatrice de... Si tu peux je suis plutôt vendeuse alimentaire et boissons. Vendeuse, je pense. ok. Ouais, vendeuse. Vendeuse, en tant que vendeur, donc c'est plutôt de la distribution, donc non, pas forcément directement, comment dirais-je, concerné par les feuilles de route 3R. En tout cas, ces feuilles de route sont plutôt destinées aux producteurs qui vont être responsables de la mise en marché de leurs emballages. Si je prends l'exemple justement des distributeurs comme la GMS, ils vont être responsables des emballages qu'ils conditionnent sur place, donc typiquement les rayons charcuterie, etc. Tout ça, ce sont des emballages pour lesquels ils ont la responsabilité, mais autrement, ce n'est pas le cas. Donc, ils ont leur feuille de route, les distributeurs, c'est ça. Côté FCD Périfem, mais c'est vraiment associé à l'économat de magasin et aux emballages industriels et commerciaux. Et pas aux emballages primaires directement des produits qui sont mis en marché par les industriels. Globalement, il faut voir la définition en fait, de metteur en marché pour savoir si on est concerné ou pas par la feuille de route 3R. Tout à fait. Merci. J'ai une autre question d'une personne anonyme. Concernant les ACV réalisés en interne avec des méthodes normées, faut-il toujours les faire vérifier par un organisme externe avant de pouvoir communiquer dessus? Oui, tout à fait. Il y a effectivement une norme ISO là-dessus qui oblige à avoir une vérification externe pour attester de la validité en fait, de ces ACV avant de pouvoir communiquer dessus. Pour autant, s'il n'y a pas de communication, les résultats peuvent être utilisés en interne s'il n'y a pas eu de vérification. Et pour communiquer de manière publique, il faut cette vérification. Une forme de relecture en fait. Ensuite, j'ai Christine Renard qui demande, y a-t-il déjà des ACV disponibles? Alors oui aussi. Du coup,
ACV, donc là, c'est très très large puisqu'il y a plein d'ACV possibles. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des ACV disponibles sur le réemploi qui ont été publiés récemment par l'ADEME, des comparaisons entre, sur le secteur des boissons plutôt, hein, des comparaisons entre des emballages en single use et les emballages réemployables sur la partie plastique et sur la partie verre, donc avec différents matériaux, ce qui est intéressant aussi. Mais vous retrouvez d'autres ACV qui ont été portés par des fédérations parfois, par l'ADEME aussi, par Citeo également. Donc, je pense qu'il faut qu'on creuse un peu plus sur quel ACV typiquement serait nécessaire et qu'on vérifie s'il y a déjà des données ou pas. Et s'il n'y en a pas, effectivement, il y a possibilité ensuite de le faire. Merci. J'ai encore des questions, du coup il y en a plein. Mon Anaël qui repose une question. Quelles sont les exigences qu'un distributeur peut demander à ses fournisseurs industriels metteurs sur le marché? Donc un distributeur, on imagine la GMS, quelles sont ses exigences vis-à-vis des metteurs en marché, donc ses fournisseurs. Fournisseurs. Ok. Globalement, les exigences, c'est de respecter la loi. Donc, c'est effectivement de respecter ces feuilles de route 3R. Après, ça va être en fonction des contrats qu'il y a entre distributeurs et metteurs en marché, donc, et producteurs. Certains distributeurs ont d'autres engagements qui vont au-delà finalement des feuilles de route 3R aussi. Donc, s'ils ont ce type d'engagement, ils vont formaliser un process d'achat et donc de ciblage des fournisseurs qui va être différent. Donc, ça va vraiment dépendre de chaque distributeur et de ce qu'il a comme exigence. Et ce cahier des charges permettra donc du coup d'avoir une sélection de fournisseurs qui répond à ces exigences-là. Je ne sais pas si je réponds correctement à la question. Je ne sais pas s'il y a des points. Si, pour moi, c'est ça. Concrètement, un distributeur va transcrire sa stratégie emballage à travers son cahier des charges et donc, du coup, faire une sélection de ses fournisseurs en fonction. Pour ces questions-là, je vous conseille de vous rapprocher de l'interlocuteur emballage chez le distributeur pour avoir plus de précision sur quels sont leurs objectifs et leur politique emballage, si elle n'a pas été publiée publiquement, pour avoir plus d'informations sur ces points. Merci. Peut-être une petite précision aussi. Les distributeurs sont concernés pour les produits qu'ils mettent sur le marché en leur marque propre. Donc, ils vont certainement aussi aller dans le même sens que vous en termes d'objectifs 3R. Et je crois que la feuille de route, notamment de la FCD, qui représente une partie des distributeurs, est disponible. Donc, ça peut vous aider aussi à comprendre, en tout cas, leur travail collectif et ce vers quoi ils vont aussi se tourner. Tout à fait. J'ai Samira qui réagit. Samira Pellissier qui dit donc ça reste la responsabilité du metteur en marché. Oui, tout à fait. Il me reste 2 questions que je vais prendre du leur. Pour clarifier la notion de couple produit-emballage, pourriez-vous donner un exemple pour un produit basique comme les conserves alimentaires? La suite, emballage primaire, secondaire, etc. Je pense que je vais laisser la réponse à David, puisque c'est vraiment son focus pour le coup. Donc, David, un exemple de couple produit-emballage qui se base sur la conserve, un produit en conserve. Vous l'avez. En fait, pour moi, la terminologie, elle est déjà dans la réponse. C'est-à-dire qu'on va. Un produit de conserve, ça peut être une barquette plastique avec un plat cuisinier, type un cassoulet, par exemple, une barquette plastique operculée avec un plat cuisiné à l'intérieur. Ça peut être un sachet en complexe, par exemple PET à l'UPP, qui contient soit un plat cuisiné, soit je ne sais pas quel produit, des marrons. Il y a plein de couples produits emballage imaginables, mais en tout cas, oui, on peut prendre ces exemples-là. Il y aurait une barquette plastique operculée vendue au rayon ambiant, donc un produit stérilisé et qui contient un plat cuisiné réchauffable au micro-ondes, par exemple. Ça peut être un axe. Et un deuxième axe, un deuxième exemple, ça peut être le même plat cuisiné, mais conditionné dans un sachet plastique multicouche et qui n'est pas recyclable à l'heure actuelle. Donc là-dessus, on pourrait travailler sur ces 2 exemples-là et soit réfléchir à de la réduction, de la substitution de plastique, ou alors même aller sur une réflexion sur l'axe du réemploi.
Super, merci David. Merci. J'ai effectivement des retours comme quoi il y a des petits soucis sur la prise de parole en levant la main par rapport à cette session. Je vois qu'il est -4, donc on ne sera pas en mesure de régler le problème pour cette session-là. N'hésitez surtout pas justement à nous recontacter par la suite si vous avez des questions. On va aussi partager notre mail dans la conversation. Comme ça, vous n'hésiterez pas si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser. Il en reste quelques-unes, donc Vas-y. je les prends quand même à l'écrit. J'ai manqué à Anaël qui demande si on avait des exemples de cahiers des charges disponibles. Ils sont présents dans les feuilles de route directement, ouais. Tout à fait, il y en a beaucoup présents dans les feuilles de route, justement sur certains couples de produits emballage dont parlait à l'instant David. Ça peut être sur une barquette qui permet justement de conditionner un cassoulet. Il y a typiquement cet exemple-là dans les feuilles de route 3R. Une autre question, encore Félicité de Samira. Peut-on faire un état des lieux de tous nos produits emballages ménagers en vente pour pouvoir challenger nos FNRS et les amener fournisseurs et les amener à prendre en considération et challenger, je pense, pour aller vers les meilleurs emballages et savoir quoi demander lors d'un développement de produits que l'on souhaite vendre? Oui, tout à fait. C'est une très bonne idée de faire son propre état des lieux, même si on n'est pas le metteur en marché responsable, mais qu'on est qu'on est distributeur. Donc, la responsabilité éthique, peut-être, elle est partagée quelque part en disant ça. Donc, ça peut être un bon moyen, justement, d'avoir une politique d'achat derrière qui est adaptée et puis d'avoir une collaboration avec ses fournisseurs pour essayer d'améliorer un peu la manière dont sont conditionnés et emballés les produits distribués. Tout à fait. Il y a eu une question, mais Solène a répondu à l'écrit, mais on va quand même la donner à l'oral, ça peut être pas mal. Vas-y. Les boîtes métalliques auront-elles un avenir? Donc Solène a répondu, elles sont recyclables à l'infini, donc d'après moi, oui. Oui, si on parle de conserve, j'imagine là, il n'y a pas de raison qu'elles disparaissent demain. On n'est pas en plus sur les emballages en plastique visés par ces lois et ces décrets. Et comme le dit Solène, elles sont recyclables à l'infini, donc c'est plutôt un bon point. Elles pourraient même être utilisées demain pour du réemploi peut-être. Donc bon, a priori, elles ont un bel avenir. Et bon, du coup, dernière question qui est Mancanel qui demande si on peut lui transmettre les feuilles de route de la FCD. Oui, on peut, mais elles sont disponibles directement sur le site web de la FCD. Donc, il n'y a pas de souci. Mais si besoin d'orienter, de diriger, on peut très bien le faire aussi. J'ai mis mon mail, moi, dans la conversation. Comme ça, vous pouvez directement prendre contact avec nous derrière. Ok, bon, après, vous avez des remerciements et Samira qui dit merci beaucoup, c'est très clair et bon pour l'avenir. Super. Bah, écoutez, je vois qu'il est quasiment 11h. On va clore cette fois-ci la session. Excusez-nous pour les petits problèmes techniques. Je pense qu'on n'a pas forcément mis toutes les bonnes options qu'il fallait pour que vous puissiez partager vos questions à l'oral. Promis, pour le prochain webinaire, on regardera aussi ces éléments-là. Mais on débute sur cette diffusion d'informations publiquement. Merci à tous et puis bonne journée. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.